Ivry est la capitale du communisme français depuis les années 20. Je dirais cette primauté politique, Ivry la conservera jusque dans les années 60-70. Pour saisir en fait la longévité de cette histoire du communisme municipal en banlieue rouge, il faut bien sûr rappeler que cette tradition politique, elle s'inscrit dans une continuité, elle s'inscrit dans des filiations et en particulier dans une filiation, dans une matrice, si je puis dire, qui est celle du socialisme municipal. Et donc sur cette photo de septembre 1900, nous voyons réunis à Ivry des congressistes du Parti ouvrier français, avec à leur tête, c'est le troisième homme à gauche, Ferdinand Roussel, qui a été le premier maire socialiste d'Ivry, élu en 1896, et qui va en quelque sorte concilier une radicalité politique avec également une volonté politique de transformer son territoire et de servir une classe ouvrière qui devient prédominante. Ivry, c'est aussi une ville qui est marquée par une seconde culture politique, après celle du socialisme municipal, qui est une culture politique plus ambivalente, qui est celle de ce que l'on a pu appeler le socialisme indépendant, qui était plus en quelque sorte l'incarnation d'un socialisme de gouvernement déjà à l'époque. Et vous avez ici représenté les obsèques de Jules Coutan, donc ses obsèques en 1913, qui était donc le député d'Ivry depuis la fin du XIXe siècle, qui fut également un grand édile, un grand notable de cette banlieue ouvrière, qui a concilié en fait une forme de radicalisme qui s'est au cours du temps estompé pour devenir en fait un socialisme beaucoup plus réformiste et beaucoup plus compatible en quelque sorte avec la Troisième République des mairies qui caractérise ce moment de la Belle Époque. Cette conquête des mairies de la banlieue rouge en 1925, qui sont moins d'une dizaine à tomber sous l'autorité des premiers élus locaux communistes, elle s'accompagne cette conquête de symboles. Et on le voit bien ici sur cette photo, conseil municipal d'Ivry, avec comme symbole bien sûr un Lénine, un tableau de Lénine qui préside en quelque sorte la nouvelle assemblée des élus communistes, également une statue de Karl Marx, et entre, je dirais, la symbolique et également la représentation politique, une nouveauté tout à fait intéressante pour nous, c'est l'élection des femmes. Ici, nous sommes en 1929, mais on voit bien que depuis le début des années 20, le Parti communiste s'est efforcé de faire élire des militantes dans ces assemblées municipales qui ont bien sûr toujours été constamment déchues de leur mandat par les autorités préfectorales. Et au cœur de cette photo, au premier rang, au milieu, vous avez la figure, je dirais, charismatique d'Ivry, qui est Georges Marane. Georges Marane, donc au centre, au premier rang, qui va incarner la figure du notable rouge de 1925 à 1965. Cette longévité, 1925-1965, entravée par la guerre bien sûr, elle exprime bien ici cet enracinement de la banlieue rouge et cette longévité politique avec des maires qui vont incarner ce communisme sympathique et tranquille de la banlieue rouge. En 1929, donc c'est la seconde élection municipale pour Georges Marane. Donc vous avez ici une affiche qui montre à la fois la radicalité du projet communiste, classe contre classe, une liste ouvrière communiste qui doit servir en quelque sorte le Parti communiste, section française de l'Internationale communiste, donc qui doit bien sûr aussi servir la représentation, l'imaginaire d'une Union soviétique, pays de l'Internationale communiste, pays de la Révolution, pays du Grand Soir. Et très vite s'expriment des tensions entre les tenants municipalistes, en quelque sorte, du Parti communiste, section française de l'Internationale communiste, et l'appareil politique qui, lui, reste plus dogmatique dans sa façon de penser l'engagement politique, et ces frictions, ces tensions très fortes vont donner lieu à des vagues de dissidence, et elles vont aussi donner lieu à une expression qui va marquer le vocabulaire communiste, qui est celui du crétinisme municipal.
crétinisme municipal, c'est ceux qui en quelque sorte font de la gestion en oubliant l'idéal révolutionnaire. Face à ce communisme d'implantation, ivrien, mais que l'on retrouve dans d'autres citadelles de la banlieue rouge, vous avez une force qui parvient encore à résister, c'est l'Église. L'Église qui continue de penser la banlieue ouvrière comme une terre d'évangélisation et qui repose également sur une œuvre qui invite en quelque sorte les contribuables, les paroissiens, pardonnez-moi, les plus riches, à financer des équipements paroissiaux en banlieue rouge pour lutter contre ce communisme d'implantation. Et donc on a des prêtres qui sont des prêtres missionnaires, on voit bien sur cette photographie, qui ici c'est l'abbé Joseph Garin, et qui va tout au long, je dirais, de son ministère à Ivrien, veiller à développer les œuvres paroissiales, développer le patronage, développer l'économie, développer des dispensaires, pour en quelque sorte résister à cette emprise du communisme. Nous avons devant nous le plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension de la ville, qui est un plan obligatoire depuis 1919 pour toutes les communes de plus de 10 000 habitants et pour toutes les communes de la banlieue parisienne. Et ce plan est intéressant d'abord, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est le fruit d'une collaboration étroite entre la ville rouge d'Ivry et les services de la préfecture, les services de l'extension de Paris, pour reprendre les termes de l'époque. Et il est aussi bien sûr intéressant parce que on voit bien comment ce territoire banlieusard, ce territoire industriel, préserve en quelque sorte différentes zones de l'industrie. L'industrie est représentée ici en violet. Elle suit en quelque sorte la Seine, elle suit également le chemin de fer. Et au-delà, vous avez bien sûr des zones d'habitation qui sont aussi bien des zones d'habitation propres aux quartiers ouvriers, plus denses, du petit habitat souvent très très insalubre, mais également on voit sur ce plan apparaître des habitations collectives. Et les zones d'habitation collective sont représentées en orange, et c'est ce que l'on va appeler l'aventure des HBM, des habitations à bon marché, qui sont les ancêtres du logement social et qui sont aussi, je dirais, des lieux de ressourcement et d'engagement pour cette ville rouge, puisqu'elle y puise tout son réseau de militants, bien autant, sinon plus, que dans l'industrie d'Ivry. Sur cette carte, vous avez ici représenté les habitations à bon marché réalisées par les offices publics municipaux des communes de la proche banlieue parisienne, ce que l'on appelait à l'époque la Seine-Banlieue qui formait avec Paris le Grand Paris depuis le début du XXe siècle. Et ce qui est frappant sur cette carte, bien sûr, c'est de voir le peu d'engagement de la plupart des villes de la banlieue parisienne dans cette aventure du logement social, puisque finalement, seul Ivry, Montrouge et Puteaux se distinguent finalement dans cette volonté de bâtir un patrimoine public de logements sociaux, avec bien sûr l'aide de l'État par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir en quelque sorte que toutes les villes de la banlieue rouge ne se sont pas engagées dans la construction de logements sociaux, souvent parce que leurs finances ne le permettaient pas, mais aussi souvent parce qu'elles préféraient promouvoir l'habitat résidentiel populaire plutôt qu'un habitat collectif, alors qu'à Ivry, sous l'autorité de Georges Maran, qui incarne ce communisme municipal, mais également sous l'autorité de l'un de ses adjoints, Gosna, vous avez au contraire là une volonté très marquée de bâtir du logement social, et il faut voir ce que représente à l'époque, durant cette période de l'entre-deux-guerres, pour une commune en termes d'investissement, la réalisation de près de 900 logements d'habitation à bon marché, donc c'est tout à fait exceptionnel. Et le logement social va en quelque sorte être une fierté municipale qui va en quelque sorte renforcer l'assise de ce communisme ivrien. Ce logement collectif, c'est un lieu de sociabilité militante, mais c'est aussi, pour la première fois, pour de nombreuses familles populaires, l'accès
à des commodités urbaines. Je pense à l'eau dans l'appartement, je pense à l'électricité, je pense à la salle d'eau qui n'existait pas. Et donc c'est aussi en quelque sorte pour ces élus une conquête sociale qui repose sur la diffusion de l'hygiène que l'on retrouve dans certaines communes dirigées par de grands élus réformateurs qui investissent dans ce que l'on va appeler l'hygiène sociale. Et les habitations à bon marché, bien sûr, s'inscrivent dans ce mouvement de diffusion des commodités urbaines porté par ces premiers élus de la banlieue rouge. L'autre sujet d'orgueil, l'autre source de fierté de cette banlieue rouge, et en particulier de sa capitale Ivry, c'est bien sûr la colonie de vacances. Et on voit bien ici qu'elle est source de propagande, puisque vous avez dans le bulletin municipal de l'époque cette progression significative des petits colons qui sont accueillis dans ce lieu du repos, dans ce lieu de l'éveil, du ressourcement des petits Ivriens, qui est la colonie des Maths, créée depuis le début des années 20, et qui va être aussi, pour les adversaires du communisme municipal, perçu comme aussi le lieu de l'embrigadement, le lieu de l'enrôlement de la petite enfance ivrienne, et le lieu aussi, pour reprendre des termes d'époque, de la bolchevisation de ces enfants d'ouvriers. L'autre illustration tout à fait intéressante, c'est la célébration à Ivry, tous les ans, des vacances populaires enfantines, qui était l'œuvre, une association paramunicipale qui dirigeait ces colonies. Et on voit bien aussi à quel point cette colonie devient aussi bien un lieu de ressourcement pour des enfants qui vivaient le plus souvent dans la promiscuité urbaine, mais qu'elle est aussi un lieu, je dirais, de fidélisation des familles ivriennes lors de ces grands temps festifs, et en particulier de cette fête dite des VPE, des vacances populaires enfantines, qui était une des plus grandes fêtes du Parti communiste en région parisienne, qui réunissait des milliers de banlieusards qui venaient donc soutenir cette initiative, et qui était aussi le moment, je dirais, de la mise en scène de ce communisme municipal, de la mise en scène de ces grands notables rouges, et en particulier de Georges Marane, et d'une seconde figure qui est désormais, je dirais, indissociable de Georges Marane, qui est celle de Maurice Thorez. Alors, on le voit pas ici sur cette photo, mais Maurice Thorez donc, est aussi patronne aussi depuis son élection à Ivry en 1932 comme député de la circonscription, patronne ces grandes kermesses, ces grandes fêtes populaires. Et donc, on voit ici des enfants à qui on impose en quelque sorte d'accueillir leur député, le secrétaire général du Parti communiste, donc Maurice Thorez, vous voyez dessiné, ce sont des enfants qui se sont ici allongés devant l'entrée de la colonie des Maths, et avec également des slogans, nous continuons la France, et bienvenue à Maurice Thorez, et des enfants qui l'accueillent en chantant. On imagine des chants révolutionnaires qui galvanise en quelque sorte ces traditions politiques et qui renforce la légitimité municipale de ce communisme d'implantation. Le communisme municipal sont aussi des réalisations, et à Ivry, l'enjeu pour ce territoire, porte de Paris, c'est son désenclavement. Et vous avez donc au milieu des années 30 représenté ici un Maurice Thorez avec derrière lui des représentants de la préfecture de la Seine, des ingénieurs de la ville de Paris, et également de Georges Marane, qui entoure Maurice Thorez, qui va donner un premier coup de pioche pour le prolongement de la ligne 7 du métropolitain, donc de la porte d'Ivry à la mairie d'Ivry, mairie d'Ivry, ce lieu symbolique de l'implantation communiste, qui était réclamé depuis les années 20. Et donc on a ici dans cette photo toute l'ambivalence de ce communisme municipal qui repose sur un idéal révolutionnaire
mais qui, dans sa pratique, relève aussi d'un exercice du compromis, d'un exercice du réformisme municipal, puisque pour que ces élus deviennent des élus bâtisseurs, ils doivent s'entendre avec les autorités préfectorales pour désenclaver leur territoire, pour équiper leur territoire, et cette photo traduit bien en quelque sorte cette ambivalence de ce monde des mairies communistes. Ce communisme municipal va connaître une nouvelle forme de légitimation politique avec le Front populaire. Avec le Front populaire, qui est annoncé dès 1935 avec les élections municipales, et la première grande vague rouge de la banlieue parisienne en 1935, puisque 26 des 80 communes de la Seine-Banlieue vont être dirigées à partir de mai 1935 par des élus communistes, et Marat va être à la tête en quelque sorte de ces délégations municipales. Et donc, ce communisme municipal va, si ce n'est annoncer, en tout cas renforcer le projet de rassemblement populaire qui donnera lieu au Front populaire et à la victoire des législatives de 1936. Alors bien sûr, ce communisme municipal s'accompagne toujours d'innovation, et en tout cas toujours de la volonté d'intégrer les femmes dans le corps électoral, et on voit bien sur cette affiche que les femmes sont inscrites sur les listes électorales et sont des citoyennes ivriennes, mais bien sûr des citoyennes qui ne sont pas reconnues. Alors bien sûr le Front populaire, c'est aussi la consécration du modèle politique du communisme municipal en banlieue rouge, mais c'est aussi un moment de mobilisation, de grève, où cette banlieue ouvrière et populaire est une banlieue en fête, en juin 1936, qui va bien sûr peser sur la conquête de nouveaux droits sociaux, les congés payés, les conventions collectives, le droit déjà à une représentation ouvrière au sein de l'entreprise. Et Ivry, bien sûr, est un des foyers de cette mobilisation, qui est encore une fois une mobilisation festive, où on voit hommes et femmes, habitants du voisinage, prendre possession des usines, des entreprises de la ville. Le temps du Front populaire va connaître un arrêt brutal, avec la signature du pacte germano-soviétique à l'été 1939. Ce moment est intéressant parce que nous voyons ici le retour de ces notables qui depuis les années 20 avaient été écartés du pouvoir municipal, qui sont désormais nommés dans les dernières années de la Troisième République et sous le régime de Vichy pour diriger ces villes ouvrières, ces villes populaires qui étaient jusqu'ici, en tout cas depuis les années 20 et 30, sous direction communiste. Donc l'enjeu pour cette banlieue rouge qui n'a plus d'incarnation, qui n'a plus d'association, qui ne peut plus agir sur le terrain, c'est finalement de reprendre main sur ces territoires. Et donc, bien sûr, dès 1941, à partir du moment où l'Union soviétique est de nouveau, je dirais, menacée par le nazisme et s'engage de nouveau dans une guerre patriotique, le Parti communiste français, lui également, bien sûr, s'engage dans ce mouvement de résistance avec un enjeu qui est, bien sûr, de reprendre en main le pouvoir local en s'appuyant sur ses réseaux militants qu'il réanime et en particulier sur les réseaux militants qui restaient enracinés dans les cités HBM et qui vont permettre notamment le tirage de tracts, on le voit ici, il s'agit de mobiliser les maires contre les politiques de rationnement, contre la pénurie, et de mettre en accusation le régime de Vichy et l'occupant. Cette période de la guerre, elle est bien sûr marquée par des épreuves, surtout dans les banlieues ouvrières, parce que ce sont les banlieues ouvrières qui, en quelque sorte, et populaires, qui ont été les plus affectées par la pénurie, par le manque de tout, qui ont été aussi les plus affectés par les bombardements et qui ont été aussi les plus engagés dans une résistance populaire incarnée, encadrée par les réseaux communistes.
Et la part du sacrifice est extrêmement importante, hein, puisqu'on estime à une centaine d'Ivriens qui seront morts durant ces années d'occupation, en raison de cette part de sacrifice, de cette part d'engagement pour leur idéal et pour la libération de leur pays. Donc incontestablement, août 1944, la libération est pour le Parti communiste un moment d'hommage que l'on rend à ces martyrs, mais cet hommage est aussi un temps de reconquête, hein, de reconquête du pouvoir local. On le voit bien sur cette photographie, hein, de la libération d'Ivry en août 1944, avec ces grands défilés de rue qui se dirigent vers leur mairie pour chasser en quelque sorte les délégations spéciales et reprendre les rênes du pouvoir municipal qui leur a été retiré à l'été 1939. Le moment de la libération, c'est aussi un moment important dans l'histoire du Parti communiste français, puisque le Parti communiste français, qui a participé au programme du Conseil national de la résistance, va aussi, je dirais, accepter l'institutionnalisation en quelque sorte, hein, puisqu'il participera au gouvernement au gouvernement provisoire, puis aux premières années des gouvernements de la 4e République. Mais ce qui est aussi important, c'est de voir que cette participation ne cache pas, bien sûr, ne doit pas masquer les concurrences très fortes qui existent entre cette légitimité communiste, hein, cette légitimité politique qui tient notamment à son engagement dans la résistance, mais également une autre légitimité qui est la légitimité gaullienne. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir ici sur cette photo De Gaulle en visite au début de l'année 1945 à Ivry. On le voit ici à l'hôtel de ville, sur le balcon de l'hôtel de ville d'Ivry, donc qui va tenir un discours pour en quelque sorte rappeler qu'au-delà du communisme municipal, il y a d'abord la légalité républicaine. Et cette légalité républicaine, bien sûr, c'est lui qui l'incarne. Donc on voit bien déjà cette concurrence, hein, entre ces deux légalités, la légalité communiste et la légalité républicaine, qui apparaissent bien à travers de cette photo du général de Gaulle. Ce que l'on peut voir aussi au travers de cette image, c'est en quelque sorte la reconnaissance du communisme municipal, puisque c'est Maran, qui est l'un des inventeurs du communisme municipal, qui a contribué en quelque sorte à cette conversion du Parti communiste français, un parti communiste d'opposition, un parti communiste révolutionnaire, qui jusqu'ici refusait toute participation au gouvernement et qui, à partir de la libération, va au contraire accompagner les grandes réformes que nous connaissons encore aujourd'hui, qui sont à l'origine de la formation de l'État social, de l'État-providence d'après-guerre. Ce moment de la libération, c'est aussi le moment de l'âge d'or du communisme et de la banlieue rouge. Et cet âge d'or, bien sûr, on le voit sur cette illustration, il repose également sur cette figure d'élus bâtisseurs qui ont réalisé sur leur territoire de grands programmes de construction d'habitats collectifs, de logements sociaux, qui sont le plus souvent gérés par leurs offices municipaux et qui sont incontestablement des lieux sourcement politiques. Cet âge d'or du communisme municipal est de courte durée, puisque dès 1947, nous entrons dans la guerre froide, les élus communistes sont révoqués du gouvernement, et finalement, ces mairies communistes retrouvent leur rôle des années 20 de bastion, de conservation en quelque sorte de ce qu'il reste du communisme face à des concurrences très importantes, hein, qui viennent notamment du gaullisme et du RPF, donc du socialisme municipal, puisque finalement, à partir de 1947, le Parti communiste est isolé. Et sur cette carte, qui est tout à fait intéressante, hein, dont l'auteur n'est autre que Georges Maran, d'ailleurs ce n'est pas une carte, hein, c'est la couverture d'un ouvrage publié à Moscou, que Georges Maran a édité, et l'on voit justement comment finalement cette banlieue rouge, cette citadelle du communisme municipal, elle est aussi exportée. En tout cas, elle sert à Moscou à légitimer le rôle du Parti communiste français, le rôle de son secrétaire général Maurice Thorez dans son opposition à la 4e République, puis à la 5e République.
La période de la guerre froide, c'est aussi le moment d'exacerbation du culte de la personnalité de Maurice Thorez. Ces 50 ans, en 1950, sont célébrés à la mairie d'Ivry. Une très grande exposition est organisée pour lui rendre hommage. Et l'on voit ici, par exemple, sur les murs de la ville, s'afficher ce culte de la personnalité, puisque l'année 50, c'est à la fois l'anniversaire de Maurice Thorez, mais c'est aussi le 30e anniversaire du Parti communiste français. Et donc on a vraiment un laboratoire à Ivry, je dirais, de ce culte de la personnalité qui entoure la personne de Maurice Thorez, que l'on appelle à Ivry le plus souvent Maurice, et qui est, ne l'oublions pas, le député de la circonscription sans interruption, enfin si avec interruption de la guerre, mais depuis 1932. Ivry, donc, c'est le lieu du communisme municipal, c'est la capitale du communisme, du fait finalement de l'ancrage de ces deux personnalités, Maran et Thorez, et c'est aussi le lieu de l'amitié franco-soviétique. Sur cette photo, on voit en 1963 la visite de Yuri Gagarin, le premier cosmonaute soviétique, qui vient rendre hommage lors de sa visite en France, rendre hommage à Maurice Thorez, rendre hommage à Georges Maran et rendre hommage aux Ivriens, puisque une des cités, de nouvelle cité HBM, va porter son nom. Finalement, le passage à Ivry est un passage obligé dans une visite protocolaire d'un dignitaire soviétique, et ici en l'occurrence d'une personnalité soviétique, Yuri Gagarin. Cet âge d'or d'Ivry considéré comme capitale du communisme français va s'interrompre au milieu des années 60. D'abord et surtout parce que le milieu des années 60 est marqué par la disparition de Maurice Thorez en juillet 1964, et l'on voit ici une photographie finalement des Ivriens qui viennent à la mairie d'Ivry lui rendre hommage, et on peut également voir la garde d'honneur qui est ici assurée par Georges Maran, bien sûr, et par Venise Gosna, qui était l'autre figure locale du communisme municipal. Et donc 1964, incontestablement, marque la fin de cet âge d'or du communisme ivrien, et d'autant plus que l'année suivante, en 1965, Georges Maran va passer le témoin à une nouvelle génération d'élus, et il ne sera plus le maire d'Ivry. La fin du communisme municipal triomphant, la fin de la banlieue rouge également triomphante, hégémonique, elle s'amorce dès les années 60 avec l'épreuve de la désindustrialisation. On ne peut pas comprendre en quelque sorte ce déclin de ce communisme municipal sans évoquer ce moment de la désindustrialisation où, en l'espace d'une dizaine d'années, une ville comme Ivry va perdre jusqu'à 10 à 15 000 emplois industriels. Et donc on voit ici des élus s'efforcer en quelque sorte de contenir, de lutter contre cette désindustrialisation et d'œuvrer même ensuite à une réindustrialisation de leur territoire. Et donc là, ici, on a une photographie en 1966 où l'on voit le nouveau député d'Ivry, celui qui a succédé à Maurice Thorez, Georges Gosna, devant l'usine, manifester, soutenir ces ouvriers dans l'occupation de leur usine qui sera appelée à fermer ses portes. Ce qu'il faut bien sûr dire, c'est que Georges Gosna, donc, que l'on voit ici soutenir les femmes et les hommes occupant leur usine, est le député d'Ivry, mais c'est aussi le fils de Venise Gosna, qui marque, je dirais, qui est la première figure de cette famille ivrienne célèbre, et il est aussi bien sûr le père d'une troisième figure du communisme ivrien, Pierre Gosna, qui deviendra dans les années 90 le maire de la ville. Alors bien sûr, cette désindustrialisation, elle va être impressionnante parce qu'elle va s'accompagner de friches, de friches qui vont marquer le paysage. On voit ici donc une friche industrielle à Ivry au milieu des années 1977, au pied de la cité Maurice Thorez.
Donc c'est le moment vraiment où le chômage, la précarité ne cesse d'augmenter, hein. Ivry compte déjà près de 8% de chômeurs à la fin des années 70, et la municipalité, on le voit sur l'autre illustration, met en accusation en quelque sorte le pouvoir, ici incarné par Valéry Giscard d'Estaing, qui aurait empêché ce territoire, je dirais, de se réindustrialiser. Et ce que ne dit pas, bien sûr, cette caricature, c'est que à partir des années 90, l'ancien territoire industriel va connaître sa reconversion tertiaire, essentiellement, avec un impact important, puisqu'on sait que ce mouvement de tertiarisation de l'économie locale ne va pas en quelque sorte consolider le communisme municipal comme l'avait fait l'industrie auparavant. Avec la tertiarisation de l'économie, ce sont de nouveaux salariés qui très souvent viennent travailler à Ivry mais n'habitent pas à Ivry, pour une grande partie d'entre eux. Donc on a en quelque sorte cette matrice, ce socle du communisme municipal qui ne se reconstitue pas au tournant des années 90-2000, au moment de l'âge d'or en quelque sorte de la tertiarisation de l'économie francilienne. Donc cette dernière illustration, c'est une carte qui représente la longévité des mairies communistes de 1945 au début des années 2000. Plus la teinte est foncée, plus les municipalités communistes se sont enracinées et ont eu des maires communistes pendant, je dirais, des décennies. En l'occurrence, plus de 50 ans pour les villes les plus foncées, comme bien sûr Ivry, comme Vitry, comme Villejuif, comme Gentilly, ou comme Bagneux ou Malakoff, ou Gennevilliers, Nanterre, qui sont encore aujourd'hui des villes qui se réclament de l'héritage de la banlieue rouge. Mais incontestablement, depuis le début des années 2000, cette carte, elle ne montre pas en quelque sorte ce déclin, cette érosion du vote communiste et cette érosion de la banlieue rouge, puisque des cités communistes comme Drancy, qui était communiste depuis 1935, ne sont plus dirigées par des élus communistes. D'autres cités comme Aubervilliers, comme Montreuil ont connu des alternances, et même la cité de Bobigny, qui avait été l'une des premières villes à se donner un maire communiste dès 1920, en 2014, a été conquise par des élus du centre droit. Donc on a à la fois avec cette carte, je dirais, un rappel de ce que fut cette histoire d'implantation communiste, mais également, je dirais, l'amorce d'un déclin, l'amorce également d'une recomposition que l'on a pu voir notamment au moment du premier tour des élections présidentielles de 2017, où Jean-Luc Mélenchon parvient dans la plupart de ces villes de tradition ou de culture populaire, parvient très souvent à dépasser les 35, voire à atteindre les 40% dans plusieurs villes de l'ancienne banlieue rouge.